Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous, bienvenue aux Cités de la Réussite. Merci d'être là un samedi matin à 11 h et de prendre votre temps pour écouter les invités qui sont autour de moi, que je vais vous présenter dans un instant. Je vais commencer par le fameux icebreaker qui permet de détendre l'atmosphère, si tant est qu'elle ne le soit pas. J'aimerais savoir qui joue d'un instrument de musique dans cette salle. Vous pouvez lever la main. Voilà, très bien. Qui est abonné à EDF? Bien. Pas assez, me dit Jean-Bernard Lévy. Alors, je vous présente nos intervenants. Je vous parlerai du sujet ensuite, mais vous le connaissez. L'art de diriger, comment trouver le bon tempo. C'est un sujet dont nous allons discuter avec 2 invités.
dont on dit habituellement qu'ils ont pas mal de points communs, puisque l'un dirige un orchestre, l'autre une entreprise, et que, ma foi, entre le dirigeant, le président directeur général et la chef d'orchestre, il y a de nombreux points communs. Et je vous mets dans la confidence, avant d'arriver dans cet amphi, Jean-Bernard Lévy boit un café et me dit « il serait bon qu'on détruise ce lieu commun assez vite pour entrer dans une vraie discussion ». Eh bien, je lui laisserai le soin d'y aller au burin et au marteau-piqueur très rapidement. Donc, autour de moi, pour parler du tempo et de l'art de diriger, il y a Emmanuelle Haïm, qui est claveciniste de formation. Elle est chef d'orchestre. Elle a créé en 2000 le concert d'Astrée. Et évidemment, elle a dirigé cette formation sur de nombreuses scènes. Elle a joué avec de nombreux orchestres en France et à l'étranger, avec un petit tropisme, si j'ose dire, baroque, mais je ne veux pas vous réduire à cet espace-là, sachant que le domaine de la musique classique est immense. Vous vous êtes risqué à d'autres choses, électro, rock'n'roll, non? Moins. Très bien. Je disais électro comme ça, mais en fait, en vérité... Jean-Bernard Lévy, vous êtes président directeur général d'EDF depuis 2014. Avant cela, vous avez eu des responsabilités importantes dans des grands groupes, dont Odo et compagnie, Vivendi, Thales. Et donc, en 2014, vous êtes nommé par le gouvernement de l'époque à la présidence du groupe EDF et vous êtes confirmé par un gouvernement sous un autre président, Emmanuel Macron. Ensuite, on dit souvent que bon, le temps politique, le temps de l'entreprise ne sont pas les mêmes, mais pour le coup, vous ne pourrez pas faire partie de ces chefs d'entreprise d'intérêt national ou national qui disent « on ne m'a pas laissé le temps ». À vrai dire, les politiques vous ont laissé le temps. Alors, pour commencer cette discussion, j'aimerais justement qu'on détruise ce lieu commun selon lequel chef d'entreprise, chef d'orchestre, finalement, il y a plein de points communs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous avez des objections à cette comparaison rapide, Emmanuelle Haïm? Bonjour à tous. Je pense qu'en effet, il y a à la fois des points communs et des choses qui ne le sont pas. Dans le mot en français... ce que je fais, ça s'appelle le chef d'orchestre, mais il y a d'autres pays où on appelle ça conductor. Alors ça se rapproche de votre domaine, c'est-à-dire ce qui permet le passage, vraiment le conducteur des énergies, si on parle avec le terme anglais. Et en fait, il faut juste laisser passer ces énergies. Donc oui, on dirige les choses, mais surtout on laisse les choses se faire et on laisse la musique s'exprimer, les sentiments s'exprimer. Donc on est en fait quelqu'un qui doit laisser passer ces choses et ne pas être un obstacle. Donc est-ce que ça c'est commun au fait d'être un chef d'entreprise? Probablement, je suppose. Jean-Bernard Lévy, laissez passer l'énergie, je pense que c'est ce qu'on attend de vous. Mais en même temps, c'est vous qui m'avez dit, bon, la comparaison, finissons-en. Oui, je trouve que la comparaison est un peu facile, on pourrait le dire, je pense, de tous ceux qui sont amenés à animer une collectivité humaine, quelle qu'elle soit, et pas spécialement une entreprise. Je crois que, tel que je le ressens, je suis prêt à ce qu'on me dise le contraire, les valeurs, les priorités du chef d'orchestre ne sont pas celles du chef d'entreprise. En tout cas dans le classique où la partition est écrite et il s'agit pour le chef d'orchestre de rassembler sur la vision qu'il a d'une œuvre et ensuite de faire passer ses convictions basées sur l'expression corporelle, le regard, avec une infinie précision et d'infinies nuances. Là, vous ralentissez un tout petit peu et là, vous appuyez sur la fin de la phrase et là, je veux voir ressortir... le hautbois. C'est pas le chef d'orchestre, ça. Le chef d'orchestre, c'est pas le chef d'entreprise, pardon, ça. C'est pas le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il va d'abord définir une partition, en tout cas si on lui laisse le temps. Et moi, en effet, on m'a laissé le temps chez EDF et dans les autres groupes où je suis passé. Il définit sa partition qui s'appelle stratégie, et ensuite il fait appel, pour l'essentiel, à une rationalité. C'est-à-dire qu'il va faire travailler la communauté humaine sur la base de la
cohérence entre une stratégie dont il s'agit de l'expliquer, de la faire évoluer, hein, elle n'est pas nécessairement figée, et puis des actions, des opérations, des décisions qui s'inscrivent dans cette stratégie et qui vont être regardées à l'aune de la rationalité. Mais nous, on ne fait pas dans l'infinie nuance du chef d'orchestre. Et moi, j'aimerais bien, mais on ne sait pas le faire. Emmanuel Haïm, il y a la question du tempo. On va aussi la poser à Jean-Bernard Lévy parce que le patron d'une entreprise publique comme EDF a plusieurs temps. Il a le temps de l'actionnaire, il a le temps de son COMEX, il a le temps qu'il fait, et Dieu sait que ça va compter dans les mois qui viennent dans le fonctionnement et notre consommation d'électricité. Il a plusieurs chronomètres dans le cœur et dans le ventre et dans la tête. Jean-Bernard Lévy, il va nous en parler. Est-ce que c'est votre cas où finalement la question du temps pour vous se résume à être fidèle plus ou moins à la partition? Alors, effectivement, nous aussi, nous avons des temps très différents. La première chose qui vient à l'esprit quand on parle de tempo en musique, qui pour nous se dit en réalité tactus, c'est-à-dire à quelle vitesse joue-t-on la musique. Et si on croit que c'est quelque chose de figé, il y a beaucoup de partitions qui ne vous disent rien là-dessus. Et donc, il faut effectivement décider à quelle vitesse pense-t-on que la partition va le mieux sonner. Et comme disait Jean-Bernard, il faut convaincre les autres musiciens parce que chacun va avoir son opinion sur la question. Chacun va penser, ah non, si c'était plus vite, ce serait beaucoup mieux. Non, si c'était plus lentement, ce serait plus beau. Si c'était juste un peu plus libre, ce serait plus expressif. Donc, il faut effectivement emmener tout le monde au même tempo. Mais ça, c'est une des choses. En revanche, là où on s'apparente un tout petit peu au chef d'entreprise, c'est dans la planification et l'anticipation des choses. Et chez nous, le temps, c'est très complexe parce que, par exemple, une production d'opéra, ça se pense environ 3-4 ans à l'avance. Et ça, souvent, quand j'en parle aux uns et aux autres, c'est une chose qui leur semble très étonnante. C'est-à-dire que moi, je sais dans 4 ans, le 25 septembre, à 10h, où est-ce que je serai. Ce qui est assez rare pour les uns et les autres, où la façon de penser le temps est assez différente. Ça vous donne pas la trouille, d'ailleurs? Moi, j'ai une trouille bleue d'imaginer que dans 4 ans, je serai à tel endroit, parce que je me dis, je vais mourir entre-temps. Oui, c'est vrai que c'est très particulier et très paradoxal, parce que, par exemple, on engage une chanteuse qui, à ce moment-là, elle aura peut-être un enfant juste exactement à ce moment-là, ou au contraire, donc on ne peut pas du tout prévoir, et pourtant il le faut, parce qu'il y a énormément de corps de métier qui vont être impliqués. Je parle d'un opéra en particulier. Il y a un metteur en scène, du coup il y a quelqu'un qui va s'occuper des décors, du coup il y a des ingénieurs qui vont penser ces décors, puis il va y avoir des costumiers, des peintres, toute une structure à imaginer, penser, des coproducteurs. Finalement, cette production va partir aussi au Japon, et puis elle ira peut-être dans plusieurs villes, etc. Donc ce temps, nous on doit penser les choses avec énormément d'anticipation, puis un tout petit peu moins d'anticipation. Et puis il y a la chose immédiate qui est que juste avant le spectacle, votre interprète principal, on vous annonce une demi-heure avant, elle est positive au Covid. D'accord. Donc là, le temps, il faut être très, 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 très rapide parce que le spectacle, il doit avoir lieu dans tous les cas de figure et il vous faut trouver une solution dans la demi-heure pour tout le monde. Donc on trouve que finalement l'assistante metteur en scène va monter sur le plateau. Une des jeunes choristes qui avait lu le rôle quand même, et vous y aviez pensé un tout petit peu avant, elle va débarquer dans la fosse et lire le rôle à l'improviste, etc. Donc cette gestion du temps, elle est, puisque la musique, c'est ce temps qui se déroule, mais à l'immédiat, vraiment. Donc il faut avoir à la fois anticipation et réactivité de dernière seconde. Jean-Bernard Lévy, est-ce que vous avez 4 ou 5 agendas dans la tête, peut-être plus, mais qui correspondent au tempo que vous êtes en mesure de proposer, de partager, voire d'imposer à vos différents publics, qui sont tous différents, mais dont vous devez tenir compte? Comment ça se passe, la gestion de la planification dans la tête de Jean-Bernard Lévy? Je ne vais pas parler de l'agenda, parce que moi je ne sais pas où je serai dans 4 ans, mais je vais plutôt parler de la manière dont le temps s'impose dans l'entreprise. Je crois que ce sont un peu comme des poupées russes, les différentes constantes de temps.
On est obligé, particulièrement dans le métier d'EDF, où nous construisons des infrastructures qui vont durer entre 25 et 80 ans, grosso modo. Donc on s'inscrit déjà sur des projets dont on sait qu'ils tourneront à la fin du siècle. Donc on a la poupée russe la plus vaste, et ensuite on va petit à petit la remplir, notamment parce que notre défi, c'est de contribuer activement à lutter contre le réchauffement climatique. Donc on sait que c'est sur ce siècle actuel que ça va se jouer. Et donc on va essayer ensuite de gérer des poupées russes successives. Et puis ensuite, elles vont se décliner, elles vont faire des petits, et puis on doit ensuite passer beaucoup de temps sur tel ou tel petit aspect de la poupée russe. Qui va diriger le projet? À qui va-t-on confier la construction de tel équipement? Quel est le niveau des risques? On passe beaucoup de temps dans l'entreprise à se préoccuper de risques. On passe pas tout à fait autant de temps à construire qu'à gérer les risques de ce que l'on fait, mais pas loin, etc. etc. Et donc, oui, les constantes de temps, mais je dirais, pour les gens qui sont dans l'entreprise, on n'y réfléchit même plus. On sait qu'on a des constantes de temps très très longues, et puis on sait qu'on doit aussi contribuer à remplir nos objectifs en gérant des choses quelquefois avec un temps de réaction de quelques heures. Comment, la même question à l'un et l'autre, comment, et je continue avec vous Jean-Bernard Lévy, vous partagez et vous faites adhérer à vos urgences vos collaborateurs? Souvent, on voit un patron s'agiter, autour de lui, s'agiter, avoir des préoccupations et avoir un timing, et puis autour de lui un COMEX qui partage ses préoccupations, qui parfois les anticipe, et puis plus on descend, moins le sentiment, le sentiment d'urgence est partagé, ou la préoccupation du temps qui passe et des urgences à mener sont partagées. Comment vous faites pour faire partager votre vision du temps qui reste et des urgences, ou en tout cas des priorités? Ça, c'est l'art du management par excellence. Moi, je voudrais vraiment opposer le temps long et le temps de l'urgence. En fait, moi, je m'occupe assez peu d'urgence, parce que les systèmes sont gérés, pilotés, souvent ce sont des ordinateurs qui vont... Il y a une panne quelque part, c'est l'ordinateur qui va dire comment on trouve un chemin, par exemple, pour continuer à assurer nos missions, alors qu'il peut y avoir un équipement en panne, et puis je le saurais généralement pas, ou j'aurais un compte-rendu hebdomadaire des quelques urgences significatives qui sont intervenues dans la semaine. Ensuite, s'il y a vraiment une urgence qui me remonte à moi, eh bien, j'ai appris à utiliser WhatsApp. Ça a l'air cool, président d'EDF, en fait. Ouais, c'est vachement sympa. Hein, on est d'accord? Bon. Mais c'est bien que vous répondiez comme ça, parce qu'on se dit, voilà quelqu'un qui a organisé son sang-froid. Non, mais je ne pourrais pas vivre si j'avais à gérer des urgences. C'est juste pas possible. À la limite, on est juste un tout petit nombre. La principale urgence que j'ai, c'est que le gouvernement, qui est mon actionnaire, qui est mon régulateur, etc., le gouvernement, lui, vit toujours dans un temps d'urgence qui est un peu artificiel, où il faut tout de suite répondre. C'est ça les principales urgences que j'ai à gérer, c'est quelqu'un qui nous impose son tempo venant du monde politique. Comment faites-vous pour le mettre à distance et vous en dépêtrer, sachant que le statut d'EDF, son capital, sont un enjeu politique fort qui peut d'ailleurs être utilisé, instrumentalisé, indépendamment des objectifs rationnels, utiles, économiques que vous avez assignés à votre plan stratégique. Est-ce qu'il y a une méthode pour justement maîtriser son tempo quand d'autres sautent sur leur chaise comme des cabris en disant nationalisation? Bien connu, oui. Voilà. Non, la gestion de ces sujets-là, on l'a organisée après avoir constaté, peu de temps après mon arrivée, que tout partait de façon brownienne, que ce n'était pas organisé. Très simplement, c'est la combinaison de WhatsApp, j'y reviens, ça pourrait être email ou un autre réseau social, mais on utilise beaucoup WhatsApp. Donc c'est la combinaison de WhatsApp et du fait qu'on a désigné à chacun de nos interlocuteurs un correspondant. Donc l'interlocuteur, quand il a une urgence, il appelle son correspondant qui ensuite sait gérer le sujet à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça a été cadré. Comment vous faites pour partager le bon rythme avec votre orchestre? Enfin, le concert d'Astrée, j'imagine qu'il y a une complicité presque organique, puisque vous l'avez créé en 2000. Mais quand vous dirigez une autre formation, quand vous êtes invité à jouer avec d'autres,
comment on s'approprie rapidement l'esprit, les méthodes d'un orchestre, sachant qu'il y a de nombreux films, de nombreux sketchs sur la dimension très retors de certains orchestres quand ils voient débarquer un étranger ou une étrangère, venir leur dire « moi, on va faire comme ci, on va faire comme ça ». J'imagine que vous avez une méthode pour vous les mettre dans la poche. Oui, c'est vrai qu'il y a des façons de faire extrêmement différentes, d'abord d'un pays à l'autre, d'un orchestre à l'autre. Évidemment, les gens ont leurs habitudes et vous rentrez dans un groupe déjà constitué, en effet. Mais malgré tout, il y a toujours ce point commun entre les musiciens. Vous parliez tout à l'heure de comment est-ce qu'on amène les gens au même degré d'urgence que vous. Tout le monde sait que le moment du concert, c'est le moment, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 minutes avant ou après, et c'est le moment où tout le monde doit être assemblé. Et moi, je crois très fortement, il n'y a qu'une seule chose de vraie pour moi, c'est que ce moment de la musique, c'est elle qui fait qu'il faut rappeler, si jamais vous aviez par hasard un musicien qui, ce jour-là, et ça peut vous arriver même à vous, a d'autres préoccupations, d'autres urgences, d'autres choses graves peut-être qui lui arrivent, ou simplement des oiseaux dans la tête à ce moment-là, rassembler ces choses où on reconcentre tout le monde sur cet amour viscéral et cette urgence nécessaire qu'est la musique à ce moment-là. Et j'appellerais ça une chose vraiment de concentration forte où vous remettez tout le monde ensemble sur ce moment-là. Et finalement, bon, après, il y a des choses à un peu anticiper. Par exemple, les temps de répétition ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, une répétition, elle dure 2h30. Le temps de pause, il est précisément de temps à temps. Il faut avoir pris la première pause après tant de temps. Et vous ne pouvez pas la faire très très tôt. Et si vous avez un premier mouvement qui ne dure que 25 minutes, vous voudriez faire la pause là et ensuite enchaîner tous les mouvements. C'est des choses pas possibles dont on parle avant, qu'on négocie avant. Si Ça veut dire qu'il y a une CGT américaine, c'est super. Oui, il y a, très forte, qui veut en fait quelque part préserver la façon de faire la musique et le bien-être de chaque musicien, en fait pour le bien de la musique, mais qui est tout à fait différente si vous allez en Suède, si vous allez en Allemagne, si vous allez en Italie, ou si enfin, chaque pays a finalement sa façon de penser la chose. Donc ça, vous devez vous adapter, le penser, et puis emmener tout de même les gens dans votre façon de faire. Quel a été votre plus grand choc culturel avec ou le plus grand misunderstanding avec une formation orchestrale, sans donner de nom, mais est-ce que vous avez des souvenirs de dire ah ben ça je connaissais pas? Oui, je dirais que d'abord, moi je dirige des orchestres qui sont un peu spécialisés dans le répertoire baroque, donc qui ne jouent pas exactement sur les mêmes instruments, on joue sur des instruments historique, c'est-à-dire quand on joue Bach, on joue sur les instruments que Bach utilisait, et c'est vrai que ne serait-ce que de jouer avec un orchestre symphonique où l'instrumentarium est très différent, du coup l'approche est malgré tout différente, mais c'est un petit temps d'adaptation, et finalement je crois que je suis quelqu'un de très obstiné, et je suis tellement concentrée sur ce que j'imagine comme une espèce d'idéal musical que je crois finir par... en tout cas, je me berce de l'illusion que j'arrive à emmener tout le monde dans ce moment du concert, même si c'est un répertoire peut-être inattendu pour certains orchestres parfois. À quoi devinez-vous que ça suit justement et que cette harmonie est là? À l'oreille? Oui, déjà, et au plaisir de la musique. C'est-à-dire qu'on sent quand les gens s'abandonnent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. En fait, il faut que chacun donne le meilleur de soi à l'instant T. Et peu importe si, par exemple, vous avez des dissensions sur des détails, par exemple, techniques chez nous, sur des coups d'archet, où on pense que non, ce n'est pas du tout le coup d'archet qu'il faudrait faire. Ça peut être la guerre civile dans un orchestre pour un coup d'archet, par exemple. Ah bon, c'est arrivé? Ah oui, oui. Mais où finalement, ou sur la mentonnière ou pas la mentonnière, ou une approche stylistique, où des gens sont tellement passionnés sur la question que... ça peut mal tourner, et en fait il faut arriver à rassembler quand même sur l'œuvre, sur la beauté de l'œuvre, sur l'intemporalité de l'œuvre, et que les gens finalement s'abandonnent à ça, et du coup ça se communique vraiment au public. Donc c'est cette espèce de communion qu'il faut arriver à créer, il faut arriver à gérer le temps pour que quand vous arrivez au concert ça se passe, peu importe le avant. Jean-Bernard Lévy, est-ce que la notion de plaisir fait sens pour un manager comme vous, et est-ce que
est-ce qu'on peut inciter ses collaborateurs à être dans le plaisir? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez de temps en temps ou finalement je vous parle chinois? Pardon hein, pour les Chinois qui... Non, je crois profondément que ce qui fait l'entreprise qui réussit, c'est largement le fait que les gens prennent plaisir et qu'ils prennent plaisir à le faire et à le faire avec des tiers, avec des gens dans leurs équipes ou dans les différentes parties prenantes, on dit aujourd'hui, avec lesquelles ils sont appelés à travailler. Et ça, j'y crois profondément. Alors, le meilleur témoignage, c'est le fait que depuis quelques années, nous utilisons en termes de management ce qu'on appelle des baromètres dans lesquels on interroge régulièrement les salariés de tous les niveaux pour mesurer d'une manière générale l'intérêt, le plaisir, l'engagement, la mobilisation, la conviction qu'ils mettent dans leur travail, et y compris d'ailleurs la vision qu'ils ont de leur hiérarchie. Et ce sont des choses qui sont, alors dans une grande entreprise, d'abord c'est assez facile à faire, et puis on a aussi la série historique, le nombre de salariés interrogés, et donc on peut ainsi réfléchir tous ensemble. Ce sont des outils qui sont pratiqués de façon universelle à l'intérieur du groupe. On peut réfléchir ensemble à ce qui fait des équipes qui fonctionnent bien et des gens qui ont envie de venir le matin au travail. Je voudrais qu'on parle de l'anticipation et du passé. L'anticipation, c'est peut-être la crise énergétique. Projeter cette crise énergétique dans le temps, dans les mois qui viennent. Je ne vous fais pas un dessin, vous regardez les informations, tout ce qui est dans cette salle. Comment vous avez mis au point chez EDF une façon d'anticiper, sinon de gérer les crises, de vous projeter dans l'hiver prochain, par exemple? On a tout un tas de simulations, de modélisations, d'algorithmes qui regardent ce qui pourrait se passer, et notamment ce qui pourrait se passer qui ne soit pas nominal. Si tout se passe comme prévu, c'est bien. Si il ne fait pas trop froid, si au moment où on en a besoin, tous les moyens de production, même de transport et distribution de l'électricité répondent, et en particulier s'il y a un peu de vent au plus froid de l'hiver, ce qui généralement ne marche pas très bien, bon, là il n'y a pas de problème. Donc il faut qu'on soit prêt en fait à gérer les trains qui n'arrivent pas à l'heure, et on a donc des plans on avait testé la capacité à gérer les crises au moment du Covid. Il se trouve qu'on avait mis à jour peu de temps avant ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité. Et donc on a été très fiers, alors qu'on était en confinement comme vous tous, que le système électrique a continué à fonctionner comme s'il ne se passait rien. Et y compris pour basculer, par exemple, des consommations dans les endroits où les gens résident, parce qu'ils étaient en travail à domicile, plutôt que dans les endroits où les gens travaillent, typiquement de la Tour de la Défense vers les endroits où travaillaient avec leur PC les gens qui habituellement travaillent à la Défense. Donc on a des plans de continuité d'activité, on teste par des séries stochastiques avec des événements qui peuvent arriver, et ensuite on teste la résilience de nos systèmes électriques. Et oui, en effet, j'en profite pour lancer un appel, puisque vous êtes assez nombreux, s'il vous plaît, faites attention à vos consommations d'électricité et de gaz dès à présent. N'attendez pas le 15 décembre, parce qu'il faut qu'on ait du gaz pour tout le monde. Et si on n'a pas de gaz pour tout le monde, parce qu'on en a trop brûlé cet été et qu'on en manque cet hiver, au cas où les Russes arrêteraient dans une période assez longue d'approvisionner l'Europe en gaz, donc commençons dès aujourd'hui à faire preuve d'un maximum de sobriété. Donc vous êtes en train de nous priver de barbecue? Oui, le barbecue au bois, ça marche aussi. Bon. Je voudrais qu'on parle de l'histoire et du passé, Emmanuel Haïm, parce que effectivement, quand on parle du temps, surtout dans l'époque actuelle, on a les urgences en tête, Internet et la digitalisation qui accélèrent tout. Et parfois, on oublie son passé, on oublie le temps long, mais que ce soit le temps long devant, mais il y a le temps long derrière. J'aimerais connaître votre rapport à l'histoire de la musique. Pourquoi vous vous êtes arrêté à cette période baroque? Qu'est-ce qui vous fait, quand vous décortiquez une partition, entrer en intimité avec un musicien? Qu'est-ce que vous avez découvert de la personnalité des musiciens dans ce dialogue intime qui est
de comprendre ce qu'il a voulu dire en écrivant des notes sur une portée. C'est ça? Absolument. Portée. C'est vrai que dans le répertoire que je défends et que j'aime, souvent on m'interroge sur jouer une partition qui a été créée en 1607, qui est l'Orfeo de Monteverdi, chef-d'œuvre absolu, et qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qui fait qu'on devrait la jouer aujourd'hui? Pourquoi la jouer aujourd'hui? Précisément, moi je dirais que son intemporalité, son caractère universel, ce que ça raconte de nous aujourd'hui est tellement présent et vrai que moi je trouve ça nous renseigne sur notre humanité, ça nous fait grandir dans ce qu'on est. Et il se trouve que c'est une période qui me parle. Bon, les choses me parlent d'une part particulièrement en musique. Je suis moins réceptive peut-être à d'autres choses, mais ce dialogue-là, je le sens très présent pour moi. Et j'aime pouvoir le partager dans ce que ça raconte de nous, véritablement. La beauté intemporelle, le fait que les sentiments n'ont pas tant évolué que ça, l'âme humaine n'a pas tant évolué que ça, elle est toujours... le désespoir amoureux est toujours là, les réflexions sur le temps de la vie, sur l'absence. Ou l'urgence des fins de mois. Parce que beaucoup de compositeurs ils pissaient de la copie pour payer leur facture EDF. Oui, Bach se plaignait. Alors Bach se plaignait par exemple régulièrement du fait qu'il n'avait pas assez d'argent, que du coup il n'avait pas le temps de répéter, que du coup il n'avait pas les chanteurs qu'il fallait parce qu'il ne pouvait pas les payer suffisamment. Handel écrivait par exemple beaucoup parce que il y avait il y avait des vraies préoccupations évidemment comme celle-là, mais les choses se mélange. Mais au milieu de ça, quand il écrit, dans cette urgence-là, il écrit un chef-d'œuvre où nous, on est transpercé de haut jusqu'en bas par la beauté de ce qu'il écrit encore aujourd'hui. Jean-Bernard Lévy me faisait une réflexion en vous entendant parler de Monteverdi, et d'ailleurs il va vous la faire, parce que moi je veux bien que vous dialoguiez tous les deux, c'est que le baroque laisse beaucoup de marge de manœuvre. Oui, je voulais vous interroger là-dessus, parce qu'il y a des musiques qui sont infiniment écrites avec toutes les précisions à partir de, je ne sais pas, 1830 ou peut-être un peu avant. Oui. Mais toute la période avant, il y a beaucoup de musiques où il y a des indications. Et ce n'est pas parce qu'on aurait perdu une partie des manuscrits, c'est parce qu'ils mettaient des indications, donc ça vous donne une grande liberté. Alors comment est-ce que vous utilisez ces espaces de liberté que le compositeur vous a laissés? C'est une question effectivement très intéressante. Quand on prend ces partitions du début du XVIIe italien, en fait la pratique musicale entre les gens était telle c'était plus une notation pour se souvenir à peu près de la trame. Donc on a la ligne des chanteurs et puis on a une toute petite ligne qui nous indique ce que la basse joue et tout le reste est improvisé. Donc en fait, oui, il faut faire de l'archéologie et puis lire les lettres de ceux qui ont assisté à des choses, lire les traités des gens qui jouaient les instruments et qui disaient ben là on joue comme ci ou comme ça, etc. Se faire une idée, se réapproprier les choses et ça laisse effectivement à l'interprétation une marge considérable. Du coup, quand on dit diriger par exemple des œuvres comme celle-là, oui, on les dirige, mais surtout on va choisir tous les gens qui vont fabriquer ça. Lui, parce qu'il connaît particulièrement bien cette période, lui, parce qu'il a tellement bien travaillé cet instrument-là qui n'a plus été joué pendant longtemps, qui va nous donner des indications interprétatives. Et du coup, il y a quelque chose de très collectif où vous avez absolument besoin de chacun et de sa participation pour finalement savoir comment est-ce qu'on va jouer ça. Ça ressemble au squelette du diplodocus. On a le squelette et on est obligé de se représenter le reste par une série d'interprétations et d'éléments plus ou moins scientifiques qui vont autour. Oui, mais quand même, on est plus renseigné que
ça, je crois. On a beaucoup, par exemple, d'écrits de lettres de Monteverdi lui-même. Si on parle de Monteverdi, on a énormément de choses qui fait qu'on converge vers qu'est-ce que ça pouvait être, les questions économiques. Dans les théâtres à Venise, il y avait ce qui étaient les premiers théâtres privés, il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc l'orchestre était absolument minuscule. Et pendant longtemps, on n'a pas su ça, donc on faisait ça avec des orchestres quasi symphoniques qui étaient... un contresens en quelque sorte. Et du coup, là maintenant, on sait ça. Du coup, on joue ça différemment. On repense un peu les choses. Donc, c'est très évolutif, en effet, et très intéressant. Et surtout, extrêmement... On a besoin de chacun des collaborateurs et de chacun des musiciens, des musicologues. Il y a énormément de gens, des historiens. Donc, on a besoin de toute une sorte de gens très différents pour pouvoir aboutir à un spectacle. Jean-Bernard Lévy, je le disais à l'instant, quand on parle d'entreprise, il faut immédiatement se projeter dans l'avenir, pressé qu'on est par la digitalisation, le client roi, les impatiences de l'actionnaire, le futur qui est absolument et définitivement préférable au passé, etc., etc. Il vous est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel hier soir. Ça m'a parlé immédiatement, un de vos collaborateurs est venu m'en parler et je me suis dit, mais tiens, au lieu de parler d'avenir systématiquement avec un grand chef d'entreprise, pourquoi on ne parlerait pas de ceux qui ont construit le passé et qui ont contribué à écrire, sinon la partition, mais à faire d'EDF ce qu'il est aujourd'hui. Et je voudrais que vous nous racontiez à quel point ce moment passé hier a compté peut-être au-delà de ce que vous pouviez espérer. Au moment de vous rendre à cette célébration. Oui, moi je vais faire mon quiz. Alors, qui ici a entendu parler de Marcel Boiteux? Quelques-uns. Une douzaine, hein, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et donc pour les autres, Marcel Boiteux a été le directeur général puis le président d'EDF pendant 20 ans. Et notamment, c'est sous sa direction que le gouvernement français a lancé un programme de construction massive de centrales nucléaires, il y en avait déjà quelques-unes, pour faire face au choc pétrolier de 1973 et aux menaces qui étaient pas que des menaces, des pays de l'OPEP qui avaient commencé à rationner le pétrole envoyé dans les pays occidentaux dans le cadre des conflits au Moyen-Orient. Et évidemment, quand on décrit ce qui s'est passé il y a 50 ans, c'est évident qu'il y a des points communs avec ce qui se passe aujourd'hui, où l'Europe, moins la France que d'autres pays, mais l'Europe est très dépendante du gaz qui vient de Russie, alors même que, bien sûr, la Russie a envahi l'Ukraine et est sous sanctions. Et donc il se trouve que Marcel Boiteux, qui a été par ailleurs dans les 20 premières années de sa vie un brillant économiste, ayant laissé son nom à des théorèmes, à des théories qui permettent de calculer quel est le bon prix auquel il faut faire payer une prestation sous monopole, comment on rationalise le coût en fonction du coût marginal et puis des évolutions dynamiques de ce coût dans le temps. Et donc il a donné son nom à des théorèmes, il a dirigé EDF de 1967 à 1987 et il a atteint, il y a un mois, l'âge remarquable de 100 ans. Et donc nous avons en effet hier, dans un lieu qui est emblématique pour nous, qui est sur le plateau de Saclay, où on rassemble notre principal centre de recherche, il y en a d'autres, mais c'est le principal centre de recherche, et puis aussi le principal centre de formation sur le plateau de Saclay. On a donc célébré Marcel Boiteux en sa présence, avec sa famille, sa femme et sa famille, et on a nommé Campus Marcel Boiteux nos installations. Je suis un peu long pour vous dire que vous parliez du passé et de l'avenir, et vous avez dit on se projette dans un avenir meilleur que le passé. Vous, les étudiants, j'espère que vous êtes comme ça. Nous, chez EDF, on n'est pas comme ça. On a un passé glorieux, on est inquiet du futur. Et l'un de mes rôles, c'est d'essayer de limiter l'utopie qui aurait été de dire tout ce qui s'est passé avant, c'était tellement mieux, et nous n'allons qu'au-devant de difficultés et d'un monde plus difficile que celui que nous avons connu. Et pour être un peu d'une génération intermédiaire entre vous et Marcel Boiteux, je peux vous dire que c'était pas marrant et qu'aujourd'hui, on a tendance, aussi bien chez EDF que dans la société française, à
à rêver de cet âge d'or qui n'a pas existé, de ce qu'ont été les 30 Glorieuses ou les 20 piteuses qui ont suivi. Et moi, j'essaye de partir du passé, mais en limitant cette espèce de glorification automatique, surtout dans un groupe comme le nôtre qui a réussi à gérer les missions que lui avait confiées l'État, la collectivité nationale, électrifier un pays qui n'était pas électrifié. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un nombre très élevé de Français qui n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas l'eau courante non plus. Et on a électrifié, on a fait en sorte qu'on prenne notre avenir directement en main en matière d'emploi, de technologie et autres, et puis on a construit le parc nucléaire qui nous rend aujourd'hui indépendants et qui nous permet d'avoir des prix plus bas, en tout cas pour les entreprises, mais aussi pour la plupart des ménages, que les prix chez nos voisins. Donc on a un passé qui est formidable, et on a aujourd'hui une génération que je trouve trop à regarder le passé. Moi, j'aimerais bien qu'on se projette tous vers l'avenir, parce qu'on est dans un monde très différent, un monde très numérique, un monde très immédiat, vous l'avez dit, et on va construire des choses formidables dans ce monde. C'est le temps des questions des étudiants, parce qu'en fait, la feuille de route qui est la nôtre, et je vous la donne si vous passez... Qui va passer la journée à la Sorbonne? Donc, je vous donne la feuille de route. La méthode est toujours la même. Donc, le panel arrive avec les invités, le modérateur. Ensuite, il y a 30 minutes de discussion. Et puis, ensuite, on passe la parole à un panel d'étudiants qui ont préparé beaucoup de questions, qui ont été attentifs à ce qui s'est dit, donc qui prendront soin, ce n'est pas marqué dans le règlement, mais de ne pas être dans la redite, évidemment, ça va de soi, je vous le dis. Toujours de rester dans notre sujet, qui est le rapport au temps. Et puis ensuite, on passe la parole à la salle. Donc il est 40, on a 10 minutes de retard, mais ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas un réveil dans les tripes. Donc je vous laisse la parole, mes chers étudiants. Vous posez vos questions et puis ensuite le micro se baladera dans la salle et chacun prendra la précaution de poser une question avec un point d'interrogation et ne fera pas un exposé sur ce qu'il aurait fait à la tête d'EDF ou ce qu'il ferait à la tête d'un orchestre, parce qu'on sait que ce genre de phénomène arrive dans les assemblées comme les nôtres. Il y a toujours quelqu'un qui regrette de ne pas être à la tribune et qui vient avec l'intégrale de ses œuvres complètes. Je lui dis à elle que je l'empêcherai de faire ce numéro-là, croyez-moi. Mes chers amis, à vous la parole. Merci. Alors, Lorenza Tacourt de Supinfo. Donc, j'ai une question globale pour monsieur et madame. Donc, la gestion du stress. Comment trouvez-vous le bon tempo entre vos responsabilités et votre vie privée? Emmanuel Haïm. Alors ça, c'est une question difficile. Je dirais que certainement, moi, je dois toujours être prête pour un moment précis. Donc, il y a déjà une gestion dans la journée d'un concert où il faut en fait faire un effort pour pas trop se fatiguer avant et gérer toute sa concentration. Et donc, si les choses de vie personnelle, évidemment, interviennent quand même au milieu de ça, mais il faut arriver à évacuer, je dirais, tout ça pour, au dernier moment, pouvoir être exactement concentré sur le moment où le concert commence. Voilà, moi je pense d'un autre côté que ma vie personnelle me nourrit énormément dans ma vie musicale. Et les deux sont certainement très entremêlés. J'ai besoin, l'un nourrit l'autre, voilà. Jean-Bernard Lévy, Emmanuel Haïm vient de décrire un métier passion, c'est-à-dire que finalement, son métier est une respiration, sa vie personnelle est une inspiration, les deux se nourrissent. Et vous m'avez confié que vous faisiez un métier passion et que vous n'étiez pas là par hasard. Enfin, si je veux dire, c'est que vous adorez ce que vous faites. Oui, moi je crois que je suis là par hasard, hein, mais quand je me rappelle, quand j'étais de l'autre côté, j'étais très timide, je n'aurais jamais pris un micro comme ça facilement à raconter ma vie devant des gens que je ne connais pas. Mais finalement, aujourd'hui, j'y arrive sans stress. Voilà. La gestion du stress, elle
Dans mon cas personnel, elle s'améliore avec le temps. Donc je suis relativement peu stressé. Et puis j'ai décidé une fois pour toutes d'essayer de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle, qui est très intense, et ma vie familiale, où j'essaye d'être présent avec ma famille. Et voilà, quand je regarde ma vie familiale, je suis fier aussi de ma vie familiale, et pas seulement de ma vie professionnelle. Et de temps en temps, il faut se forcer à faire des choses, et puis il faut avoir envie de déléguer. Je crois que ce qui doit être vraiment très stressant, c'est les gens qui ont beaucoup de responsabilités et qui veulent tout faire eux-mêmes. Ça doit être très difficile. Vous savez, ce côté un peu de Zeus. Vous avez sans donner de nom, hein, vous connaissez dans les grandes entreprises des patrons qui ont du mal à déléguer? Oui. On avait dit pas de nom, c'est clair. Non, je vois quelquefois, moi ce que j'appelle ça du micromanagement, des gens qui veulent absolument tout savoir sur ce qui se passe partout. Et moi j'essaye de travailler dans une espèce d'approche cybernétique dans laquelle le système par lui-même va exprimer ce qu'il attend de son chef, et pas simplement le chef aller de lui-même aller approfondir de façon un peu systématique les choses. Je crois qu'il y a une valeur vraiment fondamentale, c'est de s'entourer de gens avec lesquels on a confiance. Et une fois qu'on a confiance, eh bien, on peut déléguer des responsabilités et compter sur le style de management que l'on a imprimé pour faire remonter les sujets qui méritent de l'être. Avant de repasser la parole aux étudiants, une question qui appelle une réponse très précise et très courte. Je vous la pose à vous, Emmanuel, je vous la pose à vous, Jean-Bernard. Qu'est-ce que vous refusez absolument de déléguer? Et vous ne transigerez jamais là-dessus. Pas grand-chose, parce que j'ai quand même aussi des chefs assistants qui parfois dirigent à ma place. Et malgré le fait qu'on s'estime certainement indispensable, il faut quand même, l'extraordinaire imprévu peut se passer. Vous pouvez quand même vous casser la jambe juste avant de rentrer sur scène, donc il faut quand même se préparer à ne pas être... Donc Emmanuel Haïm est délégable. Ben, oui, il faut le penser, et donc et voilà. Mais cependant, moi j'ai tellement de plaisir à faire ça que oui, ça me ferait un peu de peine, mais j'ai aussi de très bons jeunes chefs à mes côtés, et il faut qu'ils puissent aussi commencer. Bon, tous délèguent en fait. Tous délèguent. Mais oui. Malheureusement ou heureusement. Jean-Bernard Lévy, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas déléguer? Oui. Il y a, je crois, deux sujets que je ne peux pas, que je ne sais pas déléguer. Le premier et le plus important, c'est le choix des personnes avec lesquels je vais travailler. Il faut que j'ai confiance, il faut qu'on parle le même discours, qu'on ait peut-être des styles différents. J'accepte des parcours, des styles différents, mais je crois qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Et puis le deuxième sujet, c'est la stratégie. Il ne peut pas y avoir, c'est peut-être un petit peu lié, il ne peut pas y avoir des stratégies incohérentes au sein du groupe. On ne peut pas se faire concurrence au sein du groupe. Si on va voir un client, on ne peut pas tolérer que ce client dise « Ah ben c'est intéressant ce que vous me proposez, mais j'ai une autre filiale de votre groupe qui vient de me proposer quelque chose d'autre. » Et vous dites « Ah bon, vous n'êtes pas au courant ?» Non, c'est intolérable. Donc la cohérence dans la stratégie et dans l'exécution, et puis le choix des personnes clés. À vous. Priscilla Meza-Samira, députée. J'ai une question pour Jean-Bernard Lévy. Y a-t-il un rythme à donner aux décisions pour imposer les changements majeurs dans l'entreprise? Je crois il ne doit pas y avoir normalement une décision sans le calendrier de mise en œuvre de cette décision. Sinon, on se fait un peu plaisir. Il y a qu'à, Faucon. Non, il faut qu'il y ait un plan d'exécution. Et évidemment, dans le plan d'exécution, la valeur temps est fondamentale. On a des concurrents qui peuvent aller plus vite ou moins vite que nous. On a besoin de mettre en musique, si je puis dire, les énergies, de mettre en œuvre les énergies des uns et des autres en leur fixant des objectifs qui sont inscrits dans le temps. Est-ce que ce qu'on appelle le travail hybride ou la mise en place du télétravail vous ont fait réviser, non pas la durée du temps de travail légal, mais les rythmes, le niveau de ce que l'on pouvait attendre d'une partie des cadres d'EDF? Est-ce que ça a créé des interférences dans la gestion du temps? Oui, bien sûr, parce que dans le travail à domicile, la journée de travail, elle s'étale, on ne sait plus très bien à quel moment on travaille, à quel moment on ne travaille pas.
Et donc, le travail collectif est fondamentalement différent, puisqu'il faut se donner des rendez-vous. Le rendez-vous, c'est pas je frappe à la porte et je sais que mon voisin de bureau est là. Donc, il faut se donner des rendez-vous, il faut avoir une certaine discipline, mais il faut aussi tolérer que, tel jour, telle personne, finalement, il a pris 3 heures pour emmener son enfant chez le dentiste, et puis que, oui, il s'est arrangé pour le faire avant ou après le travail qu'il devait faire. Donc, il faut à la fois gérer, c'est un peu compliqué, il faut gérer cette souplesse, et il faut aussi garder de l'efficacité en étant souple. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un énorme chantier qui s'appelle TAMA chez nous, ça veut dire travailler autrement, manager autrement, dans lequel on délègue dans chaque équipe le soin de décider comment on va s'organiser, combien il va y avoir de rendez-vous virtuels ou combien il va y avoir de rendez-vous physiques, quelles sont les souplesses qu'on se permet équipe par équipe. Et donc on a des milliers de groupes TAMA qui sont en train de, ça se fait en ce moment, ça doit être bientôt fini je pense, qui sont en train de se réorganiser dans le monde du télétravail qui est désormais le nôtre. Bonjour, Justine Friou pour l'EPF. J'aurais une question pour Emmanuel Haim. Malgré le fait que vous jouez de la musique baroque principalement, vous n'êtes jamais à l'abri de trouver une nouvelle partition. Comment alors savoir que vous avez trouvé le bon tempo lorsque vous êtes la première à jouer un air ? En fait, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de bon tempo. Le bon tempo, c'est celui qui est le vôtre et celui où vous réussissez à emmener tout le monde. Et on n'a que des indications. Le tout n'est pas de nécessairement retrouver exactement la façon dont le compositeur l'a pensé. Le compositeur, quand il nous laisse une partition, elle a justement une infinité de possibles malgré tout. Et c'est intéressant quand on a des compositeurs d'aujourd'hui et qu'on joue leurs œuvres, parce que nous jouons aussi en fait de la musique composée aujourd'hui, ça nous arrive parfois, et de voir qu'un compositeur, il est tout d'un coup sensible au fait que tiens, ah oui, j'aurais peut-être, j'avais pensé plutôt autrement, mais ça me plaît beaucoup ce que vous faites là, ce que vous proposez là. Donc cette chose, elle est possible, il ne faut pas se l'interdire. Je dirais que je réfléchis plutôt à la fois vraiment se recentrer pour trouver quelle est la chose qui vous est juste. Et puis on n'est jamais seul en musique, c'est-à-dire qu'on a des tas de gens face à vous, vous avez beaucoup d'interprètes. Par exemple, vous avez des chanteurs, telle voix va être un peu plus large, donc en fait va nécessiter un peu plus de temps pour s'élargir, s'épanouir et dire les choses tout à fait, enfin un peu autrement que ce que vous imaginiez. Et donc il faut être suffisamment réceptif pour entendre ça et pouvoir finalement avoir un tempo légèrement différent, celui que dans l'idéal de vie, quand vous avez lu la partition, vous imaginiez comme parfait. Et bien, cette perfection, elle n'est pas tout à fait celle-là avec cette personne-là. Donc voilà, c'est tout ce mélange. Bonjour, Paulin Bonnefoy de l'EPF aussi. Malgré le fait que vous soyez par hasard au sommet de votre art, ce à quoi je ne crois pas, pensez-vous avoir eu dès votre jeunesse un tempérament de leader ? Qu'est-ce qui vous a mené à diriger votre entreprise ou votre orchestre ? On pose la question à l'ex-grand timide. Non, moi j'ai suivi le cours de la vie, le hasard des choses. J'avais l'ambition de faire du mieux possible, mais je me suis jamais dit t'auras raté ta vie si tu diriges pas un grand groupe. Mais jamais j'ai pensé ça. Vous avez pensé à faire de la musique, par contre ? Oui, mais il y a tellement longtemps, et j'étais tellement peu doué que finalement, je suis peut-être mieux à EDF que pianiste dans un hôtel. Hein. Alors, je ne veux pas vous faire un exercice de fausse modestie, mais quelles sont les caractéristiques on peut parler de leadership ou du management, Jean-Bernard Lévy, qu'il n'y a pas chez les autres ? Je ne sais pas et je ne veux pas répondre à cette question parce que je pense qu'on rentre dans une comparaison, dans une approche relative en disant comment je fais moi, comment je fais les autres. Moi, j'explique volontiers comment je fais. Je vous ai dit, j'essaye de déléguer, de capitaliser sur la confiance, d'aligner tout le monde sur une stratégie, de fixer des objectifs clairs, de parler aux gens pour qu'ils puissent se convaincre que ce qu'ils font, c'est bien, ça les motive.
On a mis en place une raison d'être chez EDF, donc aujourd'hui c'est plus facile, parce qu'on tout ce que l'on fait, on peut le regarder en face de la raison d'être, en disant oui, c'est bien notre raison d'être de faire tel et tel projet, telle et telle offre, tel et tel chantier. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer d'avoir cette vision globale, et puis ensuite d'être celui qui porte cette vision, qui dirige, qui prend des décisions qui ne sont pas toujours faciles, mais voilà, je ne pense pas avoir eu cette vocation. Hein. C'est un peu le mot que vous cherchiez. Emmanuel Haïm, est-ce qu'il y a des styles de chef et peut-être, alors c'est des questions que je veux éviter à tout prix parce que je les trouve de plus en plus bateaux malheureusement, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les femmes chefs d'orchestre amènent un style de leadership différent, nouveau? Est-ce qu'elles font différemment dans la méthode? Est-ce qu'elles laissent la place aux outsiders? Et est-ce qu'il y a un style Emmanuel Haïm? Alors, vous hésitiez à poser la question, mais depuis que je fais cette carrière, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai une interview, je ne sais pas si la question elle va être au début, à la fin ou au milieu de l'interview, mais elle va être là, dans tous les cas de figure. Et moi, la question m'étonnait toujours, parce que je n'avais pas pris garde ou fait attention particulièrement. Je savais juste que j'avais besoin de faire ça, je devais faire ça. Et donc je le faisais, et par hasard, il se trouve que j'étais une femme, mais je n'avais pas noté ça comme un obstacle particulier. Non, ce qui est sûr, c'est que quand vous disiez, est-ce que si vous voulez diriger un orchestre, c'est pas que diriger un orchestre, c'est en fait jouer de l'instrument orchestre. Il se trouve que je jouais d'un instrument qui est assez solitaire, le clavier, si vous voulez, par définition, on passe sa vie un peu tout seul, que ce soit au piano, au clavecin ou à l'orgue, encore plus à l'orgue, je dirais, parce que vraiment, vous voyez même pas qu'il y a des gens qui sont là pour vous entendre, donc c'est particulièrement solitaire. Vous êtes avec Dieu, alors que c'est tout. Absolument. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc, on est effectivement dans ce cas-là. Et moi, je pense que j'étais quelqu'un qui avait besoin des autres et qui avait besoin de jouer avec beaucoup d'autres et de jouer de beaucoup d'instruments. Donc, plus que le souhait de diriger quelque chose, je pense que c'était le souhait d'avoir cet énorme instrument absolument magnifique qui m'a guidée. Je pense qu'en effet, dans les différents chefs d'orchestre que vous allez rencontrer, il y a mille et une façons de faire. Il n'y a pas une façon de faire. Certains vont être très autoritaires, certains vont être très charmants ou très charmantes, d'autres vont être très timides. Il y a des chefs qui sont, je pense à l'actuel chef des Berliner Philharmoniker qui s'appelle Kirill Petrenko, qui est un homme absolument fantastique, et il est presque... Il parle très 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 peu en répétition parce qu'il ne peut même pas faire ça, mais en revanche son bras parle tellement, ses yeux parlent tellement, comme disait Jean-Bernard tout à l'heure, ses expressions et sa conviction sont si fortes que ça suffit. Voilà, d'autres vont au contraire énormément parler. Donc il y a mille et une façons. Il y a des gens qui emmènent les autres par... sans laisser aucune place à la discussion, d'autres au contraire qui vont avoir besoin de quelque chose de plus consensuel. Donc je pense qu'il y a des styles très différents. Dans ma musique, on est obligé de faire beaucoup appel aux autres parce que c'est une partie de musique qui est improvisée. Alors encore, Jean-Bernard disait bien choisir ses collaborateurs. Dans un collectif improvisant, on est obligé d'avoir des styles qui vont se marier, qui vont se laisser la parole l'un l'autre, parce que tout d'un coup, un improvise, puis d'autres moments, il faut laisser l'autre parler. Et cette chose-là, on ne sait pas pourquoi ça marche entre telle ou telle personne. Donc il faut avoir ce bon collectif et les laisser... Je dirais que je suis probablement quelqu'un d'assez collaboratif dans la façon de diriger, certainement. Oui. Encore une question de nos étudiants, pardon. Encore une question? Oui, pour Madame Naïm. Justement, concernant pourquoi il n'y a pas autant de femmes chefs d'orchestre que les hommes? Est-ce que je pense que traditionnellement, juste la société était telle que d'abord les femmes travaillaient moins. Les femmes travaillaient certainement moins au 19e déjà. La fonction de chef, c'est une fonction qui est arrivée tardivement, qui est arrivée au 19e. Au 18e, il n'y avait pas vraiment cette notion-là. Et elle
elle est vue comme une position d'autorité, de pouvoir, plus naturellement masculine. Mais on peut l'incarner autrement, et aujourd'hui les choses changent, évoluent. Je pense que les orchestres sont tout à fait prêts, les musiciens sont prêts, le public aussi l'est. C'est simplement les modes de vie qui évoluent. Après, vous parliez tout à l'heure d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est une vie qui est très exigeante parce que par nature, vous voyagez. À moins que le climat fasse qu'on ne voyage plus peut-être un jour, au moins. Donc vous êtes beaucoup partis. C'est un métier qui est très exigeant, qui demande, vous avez effectivement beaucoup de responsabilités dans les prises de décision, etc. Donc qui est lourd. Il faut que vous soyez très aidés et ça demande un équilibre dans la vie personnelle. Voilà, dans une société qui est, à mon sens, en évolution, en train de changer, et où à la fois femmes et hommes peuvent arriver à trouver cet équilibre-là, qui est si difficile, je pense. Est-ce que la salle et ceux qui sont dans la salle ont envie de poser des questions? Ben voilà. Alors, gardez le bras en l'air, ça laissera le temps aux jeunes gens de repérer qui est intéressé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais poser une question à Monsieur le Président d'EDF. Vous avez parlé de gestion du temps, vous avez parlé de gestion du risque, et je voudrais avoir votre regard, sans être polémique, sur la situation de la centrale de Flamanville. Moi, je n'ai pas de difficulté à m'exprimer sur la centrale de Flamanville. J'ai fait faire un rapport par un grand industriel français qui est public. Il est assez facile à lire, il fait 32 ou 35 pages. Donc le rapport de Jean-Martin Fols est sorti il y a 3 ans. Il donne les explications au retard. La centrale n'est pas encore terminée, elle le sera bientôt. On espère qu'on ne trouvera plus de défauts dans la qualité des soudures ou à d'autres endroits. Mais ce qui a conduit à cet incroyable écart entre ce qu'on croyait savoir faire et ce qu'on savait faire en réalité est parfaitement décrit dans le rapport de Jean-Martin Fols qui est public. Donc je ne vais pas le paraphraser, je vous invite à vous y référer directement. Question suivante. Monsieur. Je m'appelle Abdel Schmark. Je vous remercie pour cette conférence. J'ai appris plein de choses. Je m'arrête là parce que sinon David va me couper. Pour l'instant, ce n'est pas une question, mais je trouve que c'est sympa de commencer par des remerciements. Je vous remercie. Donc moi, je suis enseignant, je dirige une école où je reçois beaucoup de souffrances. Collège, lycée, classe prépa, où dans les classes, d'après ce que j'entends, il n'y a pas d'harmonie. Il y a plutôt de la cacophonie. Et beaucoup d'enfants souffrent. Et à vous écouter, je me suis dit, peut-être que, Monsieur Lévy, vous-même, vous pourriez apporter quelque chose au système éducatif français en racontant ce que vous avez raconté pour permettre aux enseignants, justement, pris par la pression des programmes, par les contraintes administratives, et les chefs d'établissement aussi, parce que ce sont aussi des chefs d'orchestre. Si aujourd'hui, je sais que les délais sont longs, notamment avec vous, si je vous invite à venir dans ma région pour donner une conférence, est-ce que vous accepteriez ? Ça, c'est une super question précise. Absolument. Enfin, nous, il se trouve que mon orchestre est basé dans les Hauts-de-France et il se trouve qu'on fait énormément d'interventions, de travail dans des collèges, dans des écoles, dans des lycées, dans des hôpitaux, donc dans des lieux très variés où on partage des choses avec des tas d'élèves, effectivement, ou professeurs, et que ça nous nourrit et ça nous fait du bien, presque, j'espère qu'à eux aussi, mais en tout cas à nous certainement. Beaucoup d'entre nous sont des parents, donc nous sommes en tout cas certainement préoccupés de ça, et je pense que le partage de la musique est quelque chose qui est vecteur de bienveillance et certainement d'harmonie et de partager des choses et peut-être même de sentiment de réalisation de soi.
Voilà, donc nous, on travaille beaucoup à ça. Et alors, dans ma prochaine vie, je serai sûrement soit ministre de la Culture ou de l'Éducation nationale, et je m'occuperai pour qu'il y ait de la musique absolument partout, dans toutes les écoles, tous les lycées, tous les collèges, et qu'il y ait une pratique musicale et une pratique vocale, parce que alors là, c'est vraiment fantastique quand les gens chantent en chœur et chantent ensemble. On chante en France, mais peut-être pas encore assez, et peut-être pas encore assez ensemble, et ça change la vie, si je puis dire. Alors vous irez ou pas? Ah bah oui, oui. Bonne question. Jean-Bernard Lévy. Bon, d'abord, Quelle moi, je veux bien région? venir. Hein, c'est pas le sujet. Je crois que le sujet, c'est un sujet qui nous dépasse un petit peu, hein, qui est celui de la relation entre le monde de l'école et le monde à l'extérieur de l'école. Et puis, c'est la relation, en particulier, entre le monde de l'école et l'entreprise. Donc, on a, depuis déjà quelques temps, lancé pas mal d'efforts pour essayer de montrer l'entreprise sous son vrai jour dans un système éducatif qui souvent dépeint l'entreprise comme vous avez utilisé le mot de souffrance. Enfin, je crois que l'entreprise est par beaucoup, y compris parmi les enseignants, hein, décrite comme aliénante, et qu'on essaye de montrer que les usines, par exemple aujourd'hui, c'est généralement pas bruyant, c'est extrêmement propre et ça tourne essentiellement à base de robots, d'ordinateurs. Voilà, donc c'est un travail qu'on essaye de faire de façon très approfondie, d'autant plus que dans nos métiers autour de la transition énergétique, on va avoir besoin de beaucoup de monde. Et donc voilà, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de venir chez vous, mais pour vous donner un exemple, j'étais avant-hier à Poitiers, où j'ai salué et travaillé avec la rectrice de Poitiers sur le travail qu'elle fait pour amener dans les lycées professionnels, alors ces 5 premiers lycées professionnels, amener en quelque sorte l'usine dans le lycée pour faire en sorte que les gens voient ce qu'ils auront à faire quand ils seront sortis avec leur diplôme, généralement un diplôme de technicien, et que ça permette d'attirer davantage dans les lycées professionnels où il y a des besoins considérables et où on aimerait, en tout cas les chefs d'entreprise aimeraient qu'il y ait un petit peu moins de monde dans les formations générales et un petit peu plus dans les formations professionnalisantes. Question suivante. Merci. Alors, il y avait un monsieur là-bas, en le prenant dans l'ordre. Hein. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur le prendre le temps. Le prendre le temps ne devrait pas masquer un paradoxe pour moi, qui est qu'on ne prend pas le temps. Ou en tout cas, quand on dit prendre le temps, on a en tête quelque chose d'agréable, alors que véritablement, le prendre, c'est devenir un peu le maître des horloges, et on sait, par les temps qui courent, que les maîtres des horloges ont du mal à arrêter le temps. Et du coup, ça me conduit à une question sur le dilemme entre le temps court et le temps long. Et on a coutume de penser que les entreprises privées sont soumises au temps court, car le reporting trimestriel, les résultats, la pression des actionnaire fait qu'on craint qu'elles aient moins une orientation long terme. Or, l'évolution que nous avons, et ma question s'adresse évidemment à M. Lévy, une entreprise publique, théoriquement, devrait avoir ce temps long. Mais est-ce que le choc que nous vivons et les chocs que nous vivons aujourd'hui ne vous font pas sentir une urgence, et non pas la disparition de ce temps long, car vous avez besoin de vos 80 ans pour pouvoir planifier vos CAPEX, mais cette pression politique, humaine, doit également vous contraindre à des décisions de court terme, sans oublier pour autant le temps long. Je ne sais pas exactement où est le point d'interrogation, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, une des difficultés de l'exercice, c'est de faire les deux, et de ne pas sacrifier le temps court au temps long, mais de ne pas non plus sacrifier le temps long au concours. Vous avez parlé de la pression qui s'exerce, qui est due au temps court, et vous avez utilisé essentiellement des indicateurs financiers. C'est vrai, ça existe. Mais la première pression dans le temps court, c'est la pression des clients. Les clients n'attendent pas. S'il n'y avait pas l'électricité chez vous, vous n'avez pas à leur répondre « Oui, mais j'ai planifié ce qui se passera dans 80 ans ».
Donc la première pression dans le temps court, c'est celle des clients et c'est celle que j'essaye de rappeler, mais je n'ai pas besoin de le faire parce que les salariés d'EDF sont très attachés à la continuité du service, ce qu'ils appellent le service public, et ça marche plutôt bien. Il y a des tempêtes, mais on répare très vite. Il y a des gens qui ont des problèmes et désormais on ne les coupe plus. C'est une grande innovation qu'on a mise en place cette année. Les gens qui ont des problèmes à payer leurs factures, on leur laisse un minimum d'électricité, alors que jusqu'à présent, on les coupait, sauf en période d'hiver, mais on les coupait en période d'été. Donc si aujourd'hui quelqu'un est en retard de facture et que on est en 2021, eh bien on le coupe. Il est en retard de facture, on est en 2022, on lui laisse un minimum de courant. Donc ça, ce sont des sujets de temps court, et puis il faut les concilier avec des sujets de temps long. Évidemment, dans une entreprise où l'État est majoritaire, il faut fréquemment que l'entreprise, le chef d'entreprise, rappelle à l'État le fait que c'est très important de s'inscrire dans le temps long et que le temps long n'est pas simplement l'addition des temps courts. C'est un petit peu mon rôle et ça marche plus ou moins bien. Je me donnerai une note moyenne là-dessus. Question suivante. Qui a le micro? Bonjour. Question, est-ce que pour vous, il faut adapter son style de management aux nouvelles générations ou c'est aux nouvelles générations de s'adapter au management des plus anciens? Tiens, je commence avec Emmanuel Haïm. Vous avez le sentiment que cette question vous touche aussi, qui est le plus souvent posée aux chefs d'entreprise, aux recruteurs. Je vous donne une anecdote. J'ai lu dans Le Monde informatique très récemment qu'en Allemagne, une entreprise payait les candidats pour assister, dans certains secteurs, pour assister à leur propre entretien de recrutement. 500 € pour le premier entretien, et s'ils passent le deuxième, 1 000 €, même si ensuite ils vont ailleurs. Payés pour être candidat, alors ça, je dois dire... Vous avez ça, vous? Alors, quand des chanteurs passent une audition, par exemple, si moi j'ai besoin de gens et que je les fais venir exprès, donc effectivement, on les fait venir, on les achemine, etc. Si des gens demandent pour le reste, alors c'est eux qui viennent effectivement à leurs frais. S'ils veulent se faire entendre absolument et que moi j'ai pas la nécessité de le faire sur le moment, ça peut arriver. Mais en général, on essaye de regrouper quand je suis quelque part et que des gens veulent se faire entendre, j'essaie de les entendre là où ils sont, plutôt qu'on se déplace de trop. Mais s'adapter aux jeunes générations, alors malgré tout dans un orchestre, les très jeunes générations. Ah ben là, au fond, il y a la relève d'EDF dans 50 ans. Hein. Je parle du poste de président. De président. Il y a tout de même des équipes, c'est-à-dire que pour faire qu'un orchestre fonctionne, il y a en fait tout un socle qui est là en dessous d'administrateurs, de gens qui s'occupent de production, de gens qui s'occupent de finances, de bibliothèques, de tout ce qui est les trains, les avions, les hôtels, les locations d'instruments, les accords, etc. Donc il y a des gens, des collaborateurs avec lesquels on est et dont il y a un peu toutes les générations, dont des gens jeunes. Et on est, nous, une petite équipe. Et c'est sûr qu'on s'adapte les uns aux autres. Et certainement, je pense que dans les jeunes gens qui arrivent un peu dans cette équipe-là, moi, je trouve que nous adaptons les uns aux autres. Donc, je pense que oui, on s'adapte un peu aux jeunes. Il y a quand même une tradition, pas une tradition, mais enfin, il y a des habitudes assez étonnantes et qu'on ne voit pas ailleurs, mais c'est qu'il y a des directions musicales qui sont données à des chefs très jeunes. Oui. C'est assez fréquent. Enfin, j'ai vu à la tête d'un orchestre national de Paris quelqu'un qui avait moins de 30 ans. Oui, l'orchestre de Paris, oui, absolument, qui vient d'être nommé au Concertgebouw, en plus à Amsterdam maintenant, et il a... 23 ans. Daniel Harding, quand il a chef anglais, il a dirigé pour la première fois au Festival d'Aix-en-Provence un grand opéra mozartien, il avait 22 ans. Donc oui, dans ce domaine, la chose est très inégale, c'est-à-dire qu'on sent tout d'un coup des gens où la chose est faite et déterminée. Mais il y a des gens qui vont se réveiller beaucoup plus tard et ça n'est pas grave. Jean-Bernard Lévy, est-ce qu'il faut manager les nouvelles générations différemment? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une exigence de leur part d'être managés autrement? Oui, sans aucun doute. Je crois que c'est une évidence. Il faut qu'on leur permette de s'exprimer dans le monde
tel que eux ont envie de le vivre et dans lequel ils vont se projeter à l'avenir. Et donc c'est à nous d'aller au-devant de modes de travail qui sont assez significativement différents de ceux auxquels on était habitué. Les outils numériques, évidemment, nous aident considérablement à le faire, avec les pratiques dont j'ai déjà parlé, de travail à domicile, aussi d'open space. Les jeunes s'organisent eux-mêmes. On a je ne sais combien de centaines de communautés internes qui sont nées spontanément à l'intérieur du groupe EDF. Les jeunes, pas que les jeunes, les experts aussi, organisent des communautés de type réseau social sur les thèmes, soit des thèmes permanents, soit des thèmes d'actualité qui les intéressent. Et bien sûr, on leur facilite cela parce que ça permet de cultiver les échanges et de faciliter la recherche de solutions quand il y a un problème. Donc oui, je crois qu'on s'adapte. Maintenant, je ne vais pas non plus vous dire qu'il faut aussi que, sans que ça soit vécu comme un carcan, eh bien, les jeunes qui rentrent dans l'entreprise adoptent les procédures qui sont mises en place dans l'entreprise. Et il y en a quelques-unes avec lesquelles on ne transige pas. Et la première étant la sécurité des salariés. Évidemment, dans l'électricité, c'est formidable, mais c'est dangereux. Et donc, tout ce qui est lié à la sécurité, ce qui est également lié à la sûreté nucléaire et à la sûreté des barrages hydroélectriques, ce sont des sujets sur lesquels on ne transige pas. Donc à nous de savoir comment on fait adhérer des jeunes qui nous rejoignent et qui sont très nombreux, à la fois à des principes très importants comme ceux que j'ai dit et aussi à des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus ouverts qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Question suivante. Monsieur. Oui, bonjour monsieur, madame. Merci déjà pour tout ce que vous avez partagé. Pour revenir à l'art de diriger, je voudrais vous interroger sur votre conception de l'autorité, pour être dans le même rythme. Vous avez dit, monsieur Lévy, tout à l'heure qu'on fait confiance aux équipes et le système va s'exprimer de lui-même. Est-ce que, madame Naïm, dans un orchestre, on peut faire ça? Est-ce que le chef propose et les musiciens disposent? Alors, oui, le chef propose. En fait, ça dépend effectivement du cas de figure, puisqu'il y a des répertoires très différents, dont certains demandent une collaboration plus intime, je dirais. Mais dans le cadre de grandes pièces orchestrales, quand vous arrivez dans un orchestre inconnu, comme vous disiez tout à l'heure, David, on arrive et effectivement, on fait cette première proposition et on sent si les gens adhèrent, suivent, si vous avez réussi à les emmener. Et on est obligé de faire une proposition parce qu'il y a une infinité de possibilités. Comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a en fait pas un seul tempo, il y a 1001 tempos, il y a 1001 façons de souligner. Donc on est obligé de faire ça. Sauf qu'il y a des espèces de propositions secrètes de l'orchestre. Tout d'un coup, un des musiciens va faire un phrasé que vous n'attendiez pas, et c'est une proposition. Et vous la saisissez ou pas. Si vous sentez qu'elle ne va pas bien dans l'homogénéité générale, vous lui demandez de faire autrement. Mais si la chose vous semble possible, eh bien vous la saisissez. Donc en fait, c'est quand même un espèce de jeu d'aller-retour avec une proposition de base tout de même. Et puis aussi dans la proposition, je dirais, il y a déjà la composition de l'orchestre. Une partie des choses ne sont pas écrites. Le nombre de violons que vous allez avoir, le nombre de luth ou de clavecin, le choix des chanteurs, le choix des voix, la composition du chœur, la façon dont vous allez les placer. Tout ça, vous êtes obligé de prédécider tout ça, de l'avoir pensé. L'organisation du temps de la répétition qui est si fondamentale. C'est-à-dire, si vous avez en tout 3 répétitions pour préparer un concert, ce qui est assez fréquent, ce qui étonne souvent les gens qui pensent qu'on a beaucoup de temps, en fait non, les gens jouent extrêmement bien, donc ils n'ont pas besoin de plus de temps que ça. Donc cette gestion du temps, comment vous l'organisez? Est-ce que vous décidez de tout lire et puis faire du détail, ou au contraire faire du détail tout de suite pour affiner? Et c'est cette gestion-là que vous proposez, toutes ces décisions qu'il faut avoir prises, presque anticiper ce temps de répétition minute par minute, et vous l'avez pensé, vous, des semaines avant. Sur l'autorité, Jean-Bernard Lévy, un mot? Je me suis mal fait comprendre. Je pense que il y a différents cas de figure. Il y a les cas de figure dans lesquels les projets remontent et pour accord ou pas. Il y a les cas de figure dans lesquels
le chef, et puis il y a les cas de figure dans lesquels le chef lance des idées et voit ce qui se passe. Voilà, je crois qu'il faut... un de mes rôles, c'est d'essayer de comprendre dans quelle situation on est quand un sujet émerge. En faisant un mix des deux dernières questions, pour qu'il y ait concert et création musicale et musique, il faut que vous soyez ensemble et physiquement. Globalement, Absolument. bon, il y a quelques expérimentations sur YouTube où on prend des gens dans le monde entier et Oui, ils vous non, font mais- une. Bon, il faut que vous soyez ensemble dans une salle avec Oui. des murs en Oui. dur, des sièges pour le public. Enfin, il doit se passer quelque chose Ah d'assez oui, on doit être physique. oui, oui. Ça n'est plus aussi évident dans les organisations. Et j'aimerais savoir si vous fixez-vous des limites à cette pente qui est de nous retrouver chez nous à pédaler pour une entreprise, pour une production, pour des fonctions, un peu comme dans le film Matrix, avec des horizons de retour au travail de plus en plus incertains. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez des convictions dans ce domaine-là? Moi, j'ai une conviction, c'est que 100% de travail à domicile, c'est un appauvrissement pour tout le monde. Un appauvrissement pour l'individu qui se retrouve tout seul. On a vu quand même ce qu'on appelle dans notre jargon des risques psychosociaux tout à fait importants au moment du confinement. On a eu une génération dans l'entreprise et aussi dans la société de gens qui n'ont pas du tout bien vécu le confinement. Il ne faut pas qu'on recommence. On ne va pas tester comme ça l'idée de mettre les gens entre quatre murs et de ne pas les laisser s'exprimer autrement qu'à travers un réseau numérique. À l'inverse, il y a une forte demande d'un assouplissement dans les régimes de travail à travers le travail à domicile qui va de pair avec la constitution d'une plus grande délégation. Les Américains appellent ça empowerment, c'est le pouvoir qui est ainsi transféré dans certaines limites et il s'agit de définir ces limites et ensuite de gérer un système dans lequel il y aura des axes de liberté, des capacités de mouvement plus larges, mais néanmoins encadrées. Question suivante. Oui, j'avais une question. Je voulais savoir, vous nous avez beaucoup parlé de vision, de stratégie, comme d'ailleurs un propre du dirigeant. Et puis après, il y a son exécution. Comment est-ce que vous gérez en tant que dirigeant cette discordance qu'il peut y avoir entre une stratégie, une vision artistique d'une œuvre et sa réalisation? Cette question apporte à la fois à l'échelle individuelle, comment est-ce qu'on peut gérer ce qui peut être ressenti comme un échec, mais aussi comment est-ce que vous le gérez pour vos collaborateurs qui le vivent aussi. Ce Une potentiel question échec. sur la frustration, d'une certaine façon, entre le monde tel que vous le voyez et le monde tel qu'il s'avère, une fois la stratégie plus ou moins exécutée. Alors, c'est vrai qu'en musique, comme je vous disais tout à l'heure, on anticipe énormément sur comment va être cette représentation rêvée. Donc, on essaye de penser absolument à tout, d'anticiper tout. Et puis, finalement, il y a le spectacle vivant. Et alors, le spectacle vivant, c'est jamais comme on pense. Parce qu'il y a des imprévus, mais absolument extraordinaires et qui parfois vont faire se révéler des choses magnifiques. Effectivement, quand un des chanteurs est malade et que cette jeune choriste dont je vous parlais s'est révélée pour être une soliste formidable. D'ailleurs, elle vient d'intégrer un programme de jeunes chanteurs du futur. J'en suis ravie pour elle. Elle était dans les chœurs, je ne l'avais pas entendue depuis un moment et je ne l'aurais peut-être jamais entendue. Donc oui, il y a cette notion de moment présent, mais qui n'est pas forcément décevante. Et puis je pense, tous les musiciens sont très rassemblés sur cette notion vraiment d'urgence du moment où il y a une grande concentration et plein d'inattendus. Il y a plein d'inattendus. Quelque chose se passe sur le plateau ou quelqu'un a un trou de mémoire ou il se passe quelque chose dans le public où il y a un... Enfin, voilà. Il faut savoir que rien ne va exactement se passer comme vous aviez prévu et c'est pas forcément décevant. Mais il faut juste préparer un peu. Jean-Bernard Lévy. On est dans une époque où rien ne se passe comme prévu. Enfin, tous les jours, on a la démonstration. La question précédente, on la vit un peu de la même façon. On est d'une certaine manière à la recherche de l'idéal, comme si tout pouvait se passer comme on l'a voulu, comme on l'a rêvé. Et puis dans la vraie vie, on sait que ça ne va pas être le cas. Et donc c'est là qu'il faut d'abord l'accepter,
ensuite le corriger, et puis en fonction du résultat auquel on aboutit, il faut être prêt à faire des compromis. Alors je pense qu'Emmanuelle Haïm, elle ne peut pas faire de compromis, parce que, enfin, en tout cas, elle ne peut pas les faire en concert. Alors ça arrive une fois tous les 20 ans qu'on arrête tout et qu'on recommence, mais c'est rare. Hein, ouais. Alors que nous, nos compromis, ça veut dire, monsieur parlait de Flamanville, ça va coûter un peu plus cher que prévu, ça va durer un peu plus longtemps que prévu, il va falloir changer des gens dont la performance n'était pas celle qui était attendue, et à la fin, on a des solutions qui je pense, sont différentes. Mais en revanche, la recherche d'un optimum, oui, mobiliser tout le monde pour faire le mieux possible dans une vision dont on sait qu'elle est un peu inatteignable, mais dont on voudrait qu'elle soit idéale. Madame. Oui, bonjour et merci beaucoup pour ce moment d'échange, ce partage. Alors vous avez dit tout à l'heure que le bon tempo, c'était le tempo juste, et vous avez dit également que le bon tempo, c'est celui qui permet d'emmener tout le monde. Et là, il m'est venu une image, c'est celui du chef de cordée. Et quand je pense au chef de cordée en montagne, la vitesse est généralement donnée par le maillon le plus lent, c'est-à-dire généralement le dernier. Comment faites-vous pour manager les plus lents? En musique, c'est compliqué. Oui, il n'y a pas le choix. Je vous parlais par exemple de différentes personnalités de chanteurs. Parfois, les chanteurs, ils ont à chanter des lignes avec énormément de ce qu'on appelle des coloratures, c'est-à-dire plein de petites notes à toute vitesse. Et ça, physiologiquement, les gens le font différemment. Donc là, il y a quand même une certaine adaptation dans le cas d'un soliste, je dirais, où cette ligne lui va mieux et va mieux sonner si j'adopte en fait son tempo qui peut-être est légèrement plus lent. En revanche, quand vous n'avez pas des choses très virtuoses pour un orchestre, les gens vous disent alors là ça va être à la limite du possible. Et sauf que moi c'est ça que j'entends, donc je dis on va aller à la limite du possible. Et quand même on y va si la musique l'exige, et l'adrénaline fait que finalement les gens arrivent parfois à jouer au-delà de ce qu'ils pensaient pouvoir faire. C'est ça qui est très extraordinaire. C'est qu'il y a des choses qui se passent que vous pensiez que vous pouviez jamais jouer comme ça. En fait, si. Mais bon, c'est la Ça veut dire que l'air de la Reine de la Nuit, il n'est pas négociable. Alors, la Reine de la Nuit, c'est intéressant. Si vous en entendez 10 de suite, il n'y en a pas 10 qui vont le faire à la même vitesse parce que la voix est plus ou moins large et a besoin pour faire ces fameux arpèges suraigus que je ne vous chanterai pas. Une voix a besoin d'un peu plus de poids. Un autre va exprimer sa fureur plutôt par la profondeur et plutôt de plus de poids, et un autre par une grande impétuosité et se lancer plutôt comme ça. Donc on ne peut pas dire quel est le plus lent. Enfin, il faut que ça sonne bien pour la personne. Jean-Bernard Lévy, il y a une question, peut-être qui est la question de l'inclusion derrière la question du rythme, parce qu'il n'y a pas que les lents. Il y a les trop rapides, il y a les trop... Enfin bon, voilà quoi. Je crois qu'il n'y a pas les lents et les rapides. Il y a, comme vous l'avez dit, les inclus. Et c'est à nous de faire de l'entreprise une entreprise inclusive qui accepte des populations qui sont différentes, parce qu'il y en a qui vont vite, il y en a qui vont moins vite. Et il y a aussi dans l'entreprise la volonté de s'adresser à la diversité de la population française, avec également une certaine diversité dans les gens qui parlent à cette population, qui installent des lignes ou répondent au téléphone. Et donc, il faut que nous sachions combiner cette diversité tout en restant efficace. Mais on est très attentif à ne pas valoriser que ceux qui savent tout bien faire très vite. Je rappelle qu'on fait beaucoup de formation continue, évidemment. Et donc, la formation est quelque chose qui permet de rétrécir les écarts qu'il peut y avoir du fait de la diversité des situations personnelles et la diversité entre nous tous. Cherchons lent et approximatif, fier de sa différence, écrire à la DRH.
Ça pourrait être un dessin comme ça, un dessin de presse. On prend une dernière question et après, malheureusement, nous serons victimes du temps, ou en tout cas, nous respecterons le temps qui nous était imparti. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour à tous. Je veux vous remercier d'abord pour ce moment d'échange. Bonjour, monsieur Lévy. J'ai une question pour vous. Je suis chargé de projet chez Enedis, qui est filiale à 100% de votre groupe EDF. Et je suis également engagé au sein de la fondation EDF. Donc, ma question concernait les filiales telles que Enedis et RTE. Donc, je souhaiterais savoir si, avec le temps, peuvent-elles devenir des filiales avec des activités en concurrence? Alors, ce n'est pas du tout prévu. La loi prévoit de façon très, très juste que le transport de l'électricité dont est chargé RTE, la distribution de l'électricité dont est chargé Enedis sont des monopoles naturels, parce qu'on ne va pas donner à deux structures différentes le soin soit de faire des lignes à haute tension qui traversent le territoire, soit d'amener par deux séries de câbles aériens ou souterrains différents l'électricité entre des stations intermédiaires et chacun des clients. Et donc ce sont partout des monopoles naturels. Donc, de ce fait, ils sont régulés et donc ils n'ont pas non plus, de ce fait, le droit, et c'est pareil dans les autres pays, d'entrer dans des activités concurrentielles. Et donc, ils ont cette belle mission nationale, mais qui en même temps restreint leur capacité d'action du fait que ce sont des monopoles légaux. Cela, c'est comme ça dans les autres pays et ça n'empêche pas qu'il y a dans le groupe EDF de nombreuses activités très concurrentielles avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'innovations, beaucoup de capacités pour les salariés à exprimer tout leur potentiel dans des activités plus tournées vers le monde concurrentiel et le monde de l'innovation. Il y a aussi beaucoup d'innovations chez RTE et Enedis du fait que les réseaux se numérisent, que les énergies renouvelables complexifient considérablement la gestion de ces réseaux. Et donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Nous arrivons au terme de cette conférence. Je voudrais vous remercier, vous, public assidu des Cités de la Réussite, pour votre temps. J'ai imaginé, chacun d'entre vous, planifier le fait qu'il viendrait ce samedi matin. Je vous ai imaginé, regardant votre agenda, vous dire, tiens, mon samedi matin, j'irai bien écouter un tel et un tel à la Cité de la Réussite à la Sorbonne. Et je trouve que l'être humain, dans cette position de planifier un temps d'écoute, est infiniment respectable. Donc bravo à vous tous. Je voudrais remercier évidemment... Je voudrais également remercier nos invités qui ont fait la même chose que vous. On leur a proposé, ils ont regardé leur agenda, ils ont dit oui, j'aimerais bien passer un peu de temps, en tout cas 1h30, 2 heures, avec des gens qui ont regardé leur agenda et qui, etc., etc. Et je trouve ça aussi infiniment respectable et merci à vous deux.